Vous êtes embarrassant. Ne rentre pas à la maison. Les paroles de mon père ont été plus profondes que n'importe quelle lame chirurgicale dans son précieux hôpital. 5 années de silence ont suivi, et mon nom est devenu tabou dans l'illustre famille Marshall. J'ai quand même construit ma vie, paix par paix déterminée, jusqu'à ce que, votre honneur, précède mon nom dans les salles d'audience, où mes opinions devenaient loi. Puis vint l'enveloppe crème avec l'invitation de mariage de mon frère. La rébellion secrète de ma mère. Je me suis dit que j'allais leur prouver qu'ils avaient tort. Pour se démarquer dans le succès qu'ils n'auraient jamais cru possible. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Catherine, la fiancée de mon frère, fasse la révérence devant moi lors du dîner de répétition, les yeux écarquillés d'admiration professionnelle alors qu'elle prononçait ces mots bouleversants, « Votre honneur, je ne savais pas que vous seriez là. » La pièce se figea lorsque la reconnaissance apparut sur le visage de mon frère, l'horreur remplaçant l'arrogance tandis que son image parfaite s'effondrait. Ils avaient essayé de m'exclure de l'histoire familiale. Maintenant, je leur montrerai que la sœur qu'ils avaient rejetée était devenue la juge qu'ils ne pouvaient ignorer. Juste avant d'y revenir, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné, car l'épisode spécial de demain est celui que vous ne voulez certainement pas manquer. L'enveloppe crème épaisse était posée sur mon bureau comme une bombe non explosée. Ma commis, Diane, l'avait placée là avec mon courrier du matin, pensant probablement qu'il s'agissait simplement d'une autre invitation de mariage. Mais j'ai reconnu l'écusson orné de la famille Marshall gravé en or sur le rabat arrière. Immédiatement, 5 ans de silence et maintenant ça. Juge Marshall. Diane passa la tête. Votre 10 heures est prêt. Merci, marmonnai-je, mes doigts planant sur l'enveloppe. J'aurais dû le jeter sans l'avoir ouvert. Au lieu de cela, je l'ai glissé dans le tiroir de mon bureau et j'ai redressé ma robe, repoussant le flot soudain de souvenirs qui menaçait de me noyer. Plus tard dans la soirée, après une audience de garde particulièrement difficile, je l'ai finalement ouvert. L'invitation gravée correspondait exactement à ce à quoi je m'attendais. James Anthony Marshall et Catherine Elizabeth Wilson ont demandé l'honneur de ma présence à leur mariage. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la petite note manuscrite de ma mère cachée à l'intérieur, « Ellie, s'il te plaît, viens. Tu me manques. Papa et James ne savent pas que je t'ai envoyé ça. Maman. » Je me suis servi un verre de whisky, la même marque que mon grand-père buvait. Le vieux William Marshall était le seul à m'avoir soutenu lorsque j'avais abandonné l'héritage familial de la médecine. Il avait dit, « Certaines personnes sont nées pour guérir des corps. Je pense que vous êtes nés pour guérir autre chose. » Mon téléphone a sonné avec un SMS de Maya, la seule véritable amie qui m'était restée à mes côtés pendant tout ce temps. L'avez-vous reçu? L'invitation? Vous y allez? J'ai bu une grande gorgée de whisky avant de répondre. Je n'ai pas décidé. Fille, tu dois y aller. Entrez là-bas la tête haute, juge Eleanor Marshall. Faites-leur tous manger leurs mots. Facile à dire pour elle. Elle n'était pas là pour le dîner de Thanksgiving il y a 5 ans lorsque James s'était levé, un verre à la main, et avait annoncé à notre famille élargie que je n'étais rien d'autre qu'une déception qui n'apporterait jamais rien de significatif à ce monde. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé « Avocat Catherine Wilson » dans la barre de recherche. Plusieurs résultats sont apparus et j'ai cliqué sur son profil dans un cabinet d'avocats d'intérêt public. Sa photo montrait une femme aux yeux intelligents et au sourire chaleureux. Pas l'épouse trophée que j'attendais de James. J'ai parcouru son historique de cas et me suis figé quand j'en ai vu un familier. Elle avait comparu dans ma salle d'audience il y a 8 mois, représentant un centre communautaire luttant contre l'expulsion. J'avais tranché en sa faveur. Elle m'avait remercié formellement, sans aucune indication qu'elle reconnaissait mon nom de famille. Elle ne savait pas qui j'étais à l'époque, mais elle le saurait bientôt. Le lendemain, j'ai visité le cimetière où mon grand-père a été enterré. Sa pierre tombale était simple comparée au monument élaboré de la famille Marshall à proximité. Je me suis agenouillé et j'ai placé des fleurs fraîches à côté. Je ne sais pas quoi faire, murmurai-je. Grand-père. Une partie de moi voulait y aller juste pour voir l'expression du visage de James quand il réaliserait ce que je suis devenu. Mais une autre partie de moi. Le vent bruissait dans les chênes au-dessus de nous. Je me souvenais de la dernière fois que j'avais vu mon grand-père vivant dans sa chambre d'hôpital. Il avait mis une enveloppe scellée dans ma main. Ouvrez ceci lorsque vous serez prêt à les affronter à nouveau, avait-il dit. Cette enveloppe était restée 3 ans dans le tiroir de mon bureau. Il était peut-être enfin temps de le lire.
En rentrant chez moi, j'ai dépassé la sortie vers Rosemont-Estate, où aurait lieu le mariage. Mon grand-père m'y avait emmené pique-niquer lorsque j'étais enfant, en me désignant la grande maison sur la colline. Un jour, Ellie, tu entreras dans l'histoire, et des endroits comme celui-ci ne seront que des notes de bas de page. Ce soir-là, je me suis assis à la table de ma cuisine et j'ai ouvert la lettre de mon grand-père. Son écriture familière et tremblante remplissait la page de mots d'encouragement et de confiance en moi. La dernière ligne disait, « Quand vient le temps du retour, rappelez-vous que le véritable pouvoir ne consiste pas à faire en sorte que les autres se sentent petits. Il s'agit de se tenir debout sans les rabaisser. » J'ai pris mon téléphone et envoyé mon RSVP directement à l'adresse email de ma mère. 4 mots, je serai là. Le lendemain de l'envoi de ma RSVP, je me suis rendu en voiture chez mon grand-père, maintenant ma maison. Même si je l'avais méticuleusement entretenue depuis que j'en avais hérité il y a 3 ans, je m'aventurais rarement dans son bureau. Aujourd'hui, c'était différent. Le bureau sentait le cuir et le tabac à pipe, comme de son vivant. J'ai passé mes doigts sur le dos de ses livres de droit. Mon grand-père était le seul non-médecin à le faire. Médecin de la famille avant moi, même s'il n'avait jamais exercé le droit. Trop têtu pour ça, disait-il toujours avec un clin d'œil. Dans le tiroir du bas de son bureau, j'ai trouvé un album photo que je n'avais jamais vu auparavant. La première page montrait une jeune fille avec des nattes tressées debout à côté d'un garçon légèrement plus âgé, tous deux souriant largement en brandissant des cannes à pêche. James et moi, âgés de 7 et 10 ans. Avant que tout ne change. Tu étais mon héros, murmurai-je en touchant le visage souriant de James. Nous avions été proches autrefois, avant que notre père ne commence à emmener James faire des tournées à l'hôpital. Avant que les comparaisons constantes ne commencent. Avant que James ne réalise que s'aligner sur les attentes de notre père était le chemin vers l'approbation. J'ai feuilleté d'autres photos. Les matins de Noël, les vacances d'été, les remises de diplômes. La progression était claire. Sur chaque photo successive, James et moi étions plus éloignés. Son sourire devint plus confiant, tandis que le mien devint plus forcé. À la fin de mes études secondaires, nous nous touchions à peine sur la photo de famille, et la main de mon père reposait fièrement sur l'épaule de James tandis que je me tenais légèrement à l'écart, avec mon grand-père. L'album s'est terminé avec ma cérémonie de blouse blanche à l'école de médecine. Mon grand-père avait pris la photo, la seule raison pour laquelle j'en avais une copie. Mon père rayonnait de fierté, ayant enfin 2 enfants suivant l'héritage Marshall en médecine. Si seulement il avait su ce qui allait arriver. J'ai fermé l'album et sorti mon ordinateur portable, ouvrant le document dans lequel je conservais mes notes de discours pour les cas difficiles. Là, chiffré parmi les citations juridiques, se trouvait le journal que j'avais commencé à tenir au cours de ma 2e année de médecine, l'année où tout s'est effondré. 15 octobre, j'ai aidé Sarah à combattre ce propriétaire de Slimball aujourd'hui. 3 heures à la bibliothèque de droit, et nous avons trouvé le statut qui a sauvé sa caution. L'expression sur son visage lorsque nous avons gagné ce sentiment était meilleure que n'importe quel diagnostic que j'ai jamais posé. 20 novembre, un autre laboratoire sur les cadavres aujourd'hui. Tout le monde semble tellement engagé. Tout ce que je ressens, c'est de la peur. Le docteur Maurice a dit que j'avais des mains douées. Papa sera ravi, mais mon cœur n'y est pas. 3 décembre, j'ai entendu papa et le docteur Bennett discuter de la manière de documenter cette infection post-opératoire. Ils se couvrent mutuellement. Papa m'a vu écouter et m'a lancé un regard, celui qui dit que la réputation Marshall passe avant tout, même la vérité. L'entrée finale a été la plus douloureuse. 17 janvier, je leur ai dit ce soir. Maman a pleuré. Papa est devenu froid et silencieux, pire que de crier. James m'a traité d'égoïste. Il a dit que j'abandonnais mon droit d'aînesse pour un caprice branché. Seul grand-père a compris. Il m'a serré dans ses bras et a murmuré, « Certaines cages sont en or, Ellie. Mais ce sont toujours des cages. » J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis servi un verre. Le souvenir de cette nuit était encore vif. La voix de mon père, d'une douceur mortelle, « Si vous abandonnez la médecine, vous abandonnez le soutien financier de cette famille. » Et ma réponse, tremblante mais déterminée, « Alors je suppose que je vais payer ma propre contribution. » Et je l'avais. Les 3 années suivantes ont été marquées par des emplois à temps partiel, des prêts étudiants et de minuscules appartements au chauffage douteux. J'ai mangé des nouilles ramen et des céréales de marque pendant que James terminait sa résidence en chirurgie dans le département de notre père.
J'ai raté les vacances en famille parce que je travaillais dans la sécurité au centre commercial ou que j'attendais des tables dans un restaurant. Lorsque j'y suis allé, la conversation s'est inévitablement tournée vers les réalisations de James, avec des silences pointus là où les questions sur ma vie auraient dû être posées. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de droit, j'avais presque cessé de m'en soucier. Au début, j'étais assis dans le public, cherchant des visages familiers et n'en trouvant aucun, jusqu'à ce que j'aperçoive mon grand-père au dernier rang, appuyé sur sa canne mais rayonnant de fierté. Un jour, ils verront ce que je vois. Il n'a pas vécu assez longtemps pour assister à mon ascension dans les rangs de la justice, mais sa confiance en moi n'a jamais faibli. Au cours de sa dernière maladie, je lui rendais visite après le tribunal, toujours en costume, et lui parlais de mes dossiers. « Tu vas être extraordinaire », murmurait-il, sa voix s'affaiblissant à chaque fois. Le dîner de Thanksgiving qui a mis fin à tout a eu lieu 6 mois après sa mort. J'étais parti uniquement parce que ma mère l'avait supplié. Elle avait promis que ce serait juste la famille. Mais je suis arrivé et j'ai trouvé la maison remplie de parents élargis, de collègues de l'hôpital de mon père et de collègues chirurgiens de James. Mon père avait rassemblé tout le monde pour le don annuel à la Marshall Medical Foundation. Un à un, les membres de la famille ont annoncé leur contribution. Quand est venu mon tour, j'ai dû admettre que je ne pouvais pas rivaliser avec leurs milliers. Je remboursais encore mes prêts étudiants, gagnant à peine un loyer en tant que défenseur public. James s'était alors levé, lisse et beau dans son costume de créateur. Je pense que ce que ma sœur veut dire, c'est que certains d'entre nous contribuent à la société tandis que d'autres se contentent d'en prendre. Il avait levé son verre. En ce qui concerne l'héritage Marshall, puissions-nous que certains d'entre nous continuent de le défendre. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'avais regardé autour de la table les visages de ma famille, certains embarrassés, d'autres souriants, aucun ne me défendant, et j'avais réalisé que cela ne changerait jamais. J'avais placé ma serviette à côté de ma tarte à la citrouille intacte, je me levais sans un mot et je sortais. Ce n'est que maintenant, en regardant l'invitation de mariage sur mon bureau, que j'ai réalisé que depuis, je m'éloignais. L'odeur du café frais remplissait mon cabinet tandis que je parcourais les notes de l'audience de la matinée. Au mur était accroché mon diplôme de faculté de droit, mon certificat d'admission au barreau et une photo de la juge Harriet Wells plaçant la toge judiciaire sur mes épaules. Pas de photo de famille, pas d'héritage Marshall. C'était mon monde désormais, construit à partir de zéro. Juge Marshall. Mon employé frappa doucement. Le dossier de garde d'Anderson est prêt. J'ai hoché la tête, me levant et ajustant ma robe. À 32 ans, on me prenait encore parfois pour un juriste. Le plus jeune juge jamais nommé dans le district est certainement le seul Marshall à porter ce type particulier de robe noire. Le chemin ici n'avait pas été facile. Après mes études de droit, j'avais travaillé auprès du juge Wells, une femme formidable qui avait brisé son propre plafond de verre. Le premier jour, elle m'avait regardé d'un œil critique et m'avait dit, « Alors tu es la petite fille de William Marshall. Il m'a dit que tu étais spéciale. Ne lui prouve pas qu'il avait tort. » Je ne lui ai jamais demandé quand elle avait connu mon grand-père ni pourquoi il l'avait contacté. J'ai simplement travaillé plus dur que tout le monde, restant tard pour parfaire mes mémos. D'autres employés se sont précipités en quelques heures. À la fin de mon stage, j'ai rejoint Taylor & Walcott, un cabinet de taille moyenne réputé pour s'occuper des cas difficiles. Le premier jour, Richard Taylor, associé principal, avait levé les yeux de son bureau et demandé « Êtes-vous le nouveau parajuriste ?» « Non », avais-je répondu en tendant la main. « Je m'appelle Eleanor Marshall, votre nouvel associé. » Son expression était passée de la confusion à l'embarras. « Bien sûr. Pardonne-moi. C'est juste que tu es plus jeune que ce à quoi je m'attendais. » C'était la première d'une longue série d'interactions de ce type. Au tribunal, l'avocat de la partie adverse a souvent supposé que j'étais l'assistant. Lors des réunions avec les clients, les questions étaient adressées à mes collègues masculins. J'ai appris à parler avec une confiance que je n'avais pas toujours ressentie, à m'habiller impeccablement, à ne jamais montrer d'incertitude. Ma percée s'est produite 2 ans plus tard avec l'affaire du centre communautaire Riverside. Un promoteur tentait de supprimer un pilier de quartier qui servait les familles à faible revenu. L'avocat adverse d'un cabinet prestigieux avait souri lorsque je suis entré seul. Voler seul aujourd'hui, conseiller. Choix audacieux. 3 semaines plus tard, après avoir découvert des violations de permis et des accords en coulisses grâce à des recherches incessantes, son sourire narquois avait disparu. Le centre communautaire est resté ouvert et mon nom est apparu pour la première fois dans le journal local.
Je me suis ensuite spécialisé en droit de la famille, attiré par les cas où je pouvais faire une différence tangible dans la vie des gens. La douleur de ma propre famille brisée m'a donné un aperçu des enjeux des batailles pour la garde, des conflits liés aux soins aux personnes âgées et des procédures d'adoption. Le dernier cadeau de mon grand-père est venu après sa mort. Sa maison d'artisan historique sur la rue Maple, la seule propriété familiale dont mon père n'avait pas hérité. La lettre avec l'acte disait simplement « Construisez votre propre héritage ici ». J'avais emménagé avec mes maigres biens, dormant sur un matelas pneumatique dans le salon jusqu'à ce que j'aie les moyens de me procurer des meubles appropriés. Petit à petit, pièce par pièce, je l'avais fait mienne tout en préservant son caractère. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'était la maison que je n'avais jamais eue en grandissant dans le froid et parfait manoir Marshall. Le juge Wells a appelé un après-midi avec une nouvelle qui a tout changé. Un siège judiciaire s'ouvre. Vous devriez postuler. J'avais ri. J'ai 31 ans, Harriet. Eleanor, écoute-moi. Tu as le bon tempérament, la bonne expérience, et franchement, nous avons besoin de plus de femmes sur le banc. Considérez Y au moins. Le processus de vérification a été épuisant. Vérification d'antécédents, entretien, examen minutieux de chaque dossier que j'ai traité. Je redoutais l'inévitable appel à ma famille, mais il n'est jamais venu. Des années plus tard, j'ai appris que le juge Wells était intervenu et avait déclaré au comité « Je connais les Marshall depuis des décennies. Si vous vérifiez le caractère d'Eleanor, regardez son travail, pas son nom de famille. » Le jour de ma prestation de serment, je me tenais seul sur les marches du palais de justice pour ajuster ma nouvelle robe. Pas de famille dans le public, mais la salle d'audience s'est quand même remplie. Les clients que j'avais aidés, les collègues qui me respectaient, le personnel du palais de justice qui avait vu mon dévouement. La juge Wells se tenait à côté de moi, sa main posée sur mon épaule pendant que je prêtais serment. Moi, Eleanor William Marshall, je le jure solennellement. J'avais pris le nom de mon grand-père comme deuxième prénom, un hommage privé qu'il aurait apprécié. Après 2 ans à la magistrature, j'avais acquis une réputation d'équité et de rigueur. Le personnel du palais de justice m'a surnommé « légaliseur » pour ma capacité à éviter les postures et à trouver des solutions équilibrées. Les avocats savaient qu'il valait mieux ne pas se présenter dans ma salle d'audience sans préparation. Un cas particulier se démarquait des autres, non pas parce qu'il était particulièrement complexe, mais par la personne qui le défendait. Un jeune avocat brillant représentant un centre communautaire luttant contre l'expulsion. Elle avait présenté son cas avec passion et précision, citant les précédents que j'avais établis dans des cas similaires. Mademoiselle Wilson, avais-je dit après sa dispute, votre préparation est louable. Catherine m'avait remercié avec un sourire professionnel, récupérant ses papiers d'un geste efficace. Votre honneur est connu pour attendre un travail minutieux. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais au-delà de la robe et du marteau. Aucune idée que le juge auquel elle s'adressait était sa future belle-sœur. Aucune idée que, dans 8 mois, elle se tiendrait dans un jardin du domaine Rosemont et lâcherait involontairement une bombe lors de sa propre répétition de mariage. Répondez à Éléonore. Sa voix semblait plus âgée, plus hésitante que dans mes souvenirs. Tu viens au mariage? Je réponds à. J'ai répondu prudemment, oui, j'ai reçu votre email. Elle fit une pause. C'est juste que ton père ne sait pas que je t'ai invité. James non plus. Je fermai les yeux, soudain épuisé. Alors tu veux que je reste à l'écart après tout? Non. La force de sa réponse m'a surpris. Non, Eleanor, je veux que tu sois là. Tu m'as terriblement manqué. C'est juste que ça pourrait être un choc pour eux. Bien, dis-je avant de pouvoir m'en empêcher. Elle resta silencieuse un moment. Eleanor, s'il te plaît, ne viens pas chercher la bagarre. Je ne le suis pas, dis-je honnêtement. Mais je ne viens pas non plus pour prétendre que tout va bien. C'est assez juste, concéda-t-elle. Veux-tu dîner avec moi la semaine prochaine? Juste nous? La demande m'a pris au dépourvu. En 5 ans, ma mère n'avait fait que peu d'efforts pour maintenir le contact carte d'anniversaire occasionnel, vœux de Noël générique. Mais quelque chose dans sa voix semblait différent maintenant. Déterminé. Très bien, ai-je accepté. Mardi chez Salvatore, 7 heures. Le mardi suivant, je suis arrivé tôt au restaurant, choisissant une table de coin tranquille. Ma mère est arrivée précisément à l'heure, semblant à la fois familière et étrange.
Ses cheveux étaient plus gris que dans mes souvenirs et ses vêtements de marque pendaient un peu plus librement sur sa silhouette. « Eleanor, dit-elle en tendant la main vers mes mains par-dessus la table. Tu es magnifique. Merci, répondis-je, autorisant le bref contact avant de retirer mes mains. Tu as l'air bien. Un silence gênant tomba pendant que nous étudions nos menus. Après avoir commandé, ma mère a pris une profonde inspiration. J'ai suivi votre carrière, dit-elle doucement. L'affaire Brennan l'année dernière, les propositions de réforme du système pour mineurs. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. Je la regardais, sans voix. Ton père ne le sait pas, a-t-elle poursuivi. Il ne l'accepte toujours pas. Il n'a pas pu accepter que je ne sois pas médecin. J'ai terminé pour elle, c'est clair depuis une décennie, maman. Elle tressaillit mais acquiesça. Oui, mais je veux que tu saches que je suis fier de toi, Eleanor. Extrêmement fier. Ce que tu as accompli par toi-même. Est-ce vraiment tout seul quand grand-père m'a laissé sa maison et m'a aidé à financer mon dernier semestre? Ai-je demandé, incapable de retenir le ton de ma voix. Ton grand-père croyait en toi, dit-elle simplement. Comme il aurait dû. Comme nous aurions tous dû. Le serveur est arrivé avec notre vin, me laissant un moment pour me ressaisir. Ma mère ne m'avait jamais parlé ainsi auparavant. Pas quand j'avais quitté la faculté de médecine. Pas quand j'aurais obtenu mon diplôme de droit. Pas même après ma nomination à la magistrature. Pourquoi maintenant, maman? Ai-je finalement demandé. Elle jouait avec sa serviette. Catherine, dit-elle. La fiancée de James. Elle n'est pas celle à laquelle je m'attendais. Cela faisait que nous étions deux. Comment ça? Elle pose des questions sur tout, ma mère lui fit un petit sourire perplexe. De l'histoire familiale, des traditions, même de cet horrible portrait de l'arrière-grand-père dans la salle à manger. Elle a remarqué qu'il y avait des lacunes dans les histoires familiales. James, ai-je demandé. Que dit-il de moi? L'expression de ma mère se durcit. Il dit aux gens que vous ne supportiez pas vos études de médecine, que vous avez fait une dépression et que vous êtes parti. La colère familière a éclaté, mais je l'ai refoulée. Et papa? J'ai demandé. Il ne le corrige pas, avait-elle l'air honteuse. Moi non plus, jusqu'à récemment. J'ai haussé un sourcil. Récemment? Catherine a trouvé un vieil album photo. Tu étais sur plusieurs photos. Elle a demandé qui tu étais. Ma mère a bu une grande gorgée de vin. Je lui ai dit la vérité, tu es juge maintenant et nous ne parlons pas beaucoup à cause de désaccords familiaux. J'imaginais la confusion de Catherine, essayant de réconcilier le juge élu avec le récit de James sur l'échec qui n'y arrivait pas. Pas étonnant qu'elle ait semblé si intéressée par ma carrière tout en ignorant notre lien. Est-ce qu'elle sait que je serai au mariage? J'ai demandé. Non, a admis ma mère. James pense toujours que tu ne viendras pas. Il a dit à tout le monde que tu avais refusé. Alors je serai l'invité surprise, dis-je sèchement. Notre nourriture est arrivée et nous avons mangé dans un silence contemplatif pendant quelques minutes avant que ma mère ne reprenne la parole. Eleanor, il y a autre chose que tu devrais savoir, elle posa sa fourchette. Ton père a eu un problème de santé le mois dernier. Rien de grave. Angine, ont-ils dit, mais ça a changé les choses entre nous. Comment ça? J'ai demandé. Je lui ai dit que j'étais malheureux à cause de la façon dont nous t'avions traité, que je voulais que ma fille revienne dans ma vie. Sa voix se brisa légèrement. Il n'était pas tout à fait d'accord, mais il ne l'a pas interdit non plus. C'est un progrès pour lui. J'ai réfléchi à ses paroles, ne sachant pas trop quoi ressentir. Pendant des années, j'avais nourri ma colère contre mes deux parents de la même manière, mon père pour son rejet froid, ma mère pour son acceptation passive. Maintenant, elle tendait un rameau d'olivier, même tardivement. Je ne recherche pas de grandes retrouvailles émotionnelles, dis-je finalement. Mais je ne cacherai pas non plus qui je suis ni ce que j'ai accompli. Elle hocha la tête. C'est juste. Alors que nous terminions notre repas, ma mère fouilla dans son sac à main et en sortit une petite boîte en velours. C'était celui de ton grand-père, dit-elle en le faisant glisser sur la table. James le porte, mais il était fait pour toi. J'ai ouvert la boîte pour trouver la montre de poche de mon grand-père, celle qu'il avait toujours promis qu'elle serait à moi un jour. Le boîtier en or était gravé de ses initiales, WJM, et à l'intérieur se trouvait une petite photo de lui avec moi lors de la remise de mes diplômes en droit.
Comment as-tu eu ça? Ai-je demandé, ma voix épaisse. Je l'ai pris dans la commode de James, admit elle, un éclair de défi dans les yeux. Il n'a jamais compris ce que cela signifiait. J'ai refermé mes doigts autour de la montre, sentant son poids solide. Merci, dis-je d'une voix calme alors que nous nous préparions à partir. Quoi qu'il arrive à ce mariage, sache simplement que tous les membres de cette famille ne ressentent pas la même chose à ton égard. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec la montre de mon grand-père dans ma poche et les paroles de ma mère résonnaient dans mon esprit. Alors que j'entrais dans mon allée, mon téléphone sonna avec un SMS de Maya. Faites du shopping demain. Pas de dispute. Si vous faites face au peloton d'exécution, vous le faites de manière fabuleuse. J'ai souri malgré moi. Peut-être qu'elle avait raison. Si je retournais dans la fosse au lion, autant avoir l'air spectaculaire en le faisant. La semaine précédant le mariage, j'ai alterné entre détermination et doute, faire et déballer mon sac de voyage, répéter des réponses calmes aux provocations potentielles. La veille de mon départ pour Rosemont Estate, je me suis assis dans le fauteuil préféré de mon grand-père, tenant sa montre et me relisant sa dernière lettre. Parfois, le chemin le plus difficile mène à la plus belle vue, avait-il écrit. Demain, je découvrirai s'il avait raison. La route sinueuse menant à Rosemont Estate était exactement celle dont je me souvenais de mon enfance, de grands chênes créant des ombres tachetées sur le trottoir, les portes en fer forgé ouvertes en guise de bienvenue pendant que je traversais. Mes mains se sont serrées sur le volant. La dernière fois que j'étais venu ici, c'était pour le 75e anniversaire de mon grand-père, 3 ans avant sa mort. James avait passé tout cet événement à parler à ses amis de la faculté de médecine d'une opération chirurgicale complexe qu'il avait observée, tandis que je remplissais les plateaux de boissons et faisais semblant de ne pas entendre mon père expliquer à mes proches que j'étais encore en train de trouver mon chemin. Maintenant, je suis revenu, non pas comme une décrocheuse confuse, mais comme l'a juge Eleanor Marshall. Ma berline noire avait l'air simple à côté des voitures de luxe garées le long de l'allée circulaire, mais je m'en fichais. J'ai touché la montre à gousset de mon grand-père dans ma veste, en tirant des forces avant de sortir. Les jardins du domaine étaient en pleine floraison, transformés avec des tentes blanches, des compositions florales et des guirlandes lumineuses pour le mariage de demain. J'ai entendu des voix et des rires venant de la pelouse, où devait avoir lieu la répétition. Éléonore. Ma mère s'est matérialisée sur un chemin secondaire, vêtue d'une robe bleue coûteuse qui correspondait à ses yeux anxieux. Tu es venu. J'ai dit que je le ferais, j'acceptais son étreinte hésitante, notant son regard nerveux vers la pelouse. Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué que je suis là? Non, murmura-t-elle. Ton père est à l'intérieur avec les traiteurs. James est avec l'organisateur du mariage près du lieu de la cérémonie. Elle m'a serré le bras. Tu es magnifique, chérie. Maya avait insisté pour la robe vert forêt. Cela fait ressortir vos yeux écrits et je réussis sans essayer. Je l'avais associé à de simples bijoux en or et à des talons juste assez hauts pour me sentir puissant sans sacrifier le confort. L'instinct du juge, ne portez jamais de chaussures dans lesquelles vous ne pouvez pas marcher en toute confiance. Eleanor Marshall, c'est toi. Ma cousine Abigail s'est approchée, son expression étant un mélange de choc et de curiosité. Maman a dit que tu ne viendrais pas. Changement de plan, dis-je avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Eh bien, c'est... Waouh, elle ajusta nerveusement son sac à main de créateur. Est-ce que James et oncle Robert ne l'ont pas encore fait? Répondis-je, appréciant un peu trop son inconfort. D'autres membres de ma famille m'ont remarqué alors que nous nous dirigions vers la pelouse. Tante Suzanne a failli renverser son champagne. L'oncle Thomas a fait une double prise comique. 2 collègues de mon père chuchotaient derrière leurs mains. Je gardais le menton haut, reconnaissant leurs salutations surprises par des hochements de tête polis. Devant moi, je pouvais voir James diriger un fleuriste, désignant avec insistance un arc de roses blanches. Il avait le même aspect beau avec cette manière raffinée, ses mouvements confiants et légitimes. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à la confrontation. Mais c'est Catherine que j'ai repérée en premier. Elle se tenait légèrement à l'écart de la noce, vérifiant quelque chose sur son téléphone. Elle portait une simple robe d'été blanche, ses cheveux blonds lâches autour de ses épaules. Lorsqu'elle a levé les yeux et m'a vu, son visage s'est transformé avec un véritable plaisir. « Votre honneur » appelait-elle en se précipitant vers moi. Les conversations autour de nous se sont calmées alors que les têtes se tournaient pour regarder. Catherine s'est approchée avec une légère révérence respectueuse ou une charmante habitude que j'avais remarquée dans ma salle d'audience.
Je ne savais pas que tu serais là. Sa voix retentit clairement à travers la pelouse soudainement silencieuse. James se retourna, son expression passant de la confusion au choc puis à l'horreur en l'espace de quelques secondes. Nos yeux se sont posés sur l'épaule de Catherine. Le juge Marshall est un ami de la famille, a poursuivi Catherine, inconsciente de la tension qui crépitait dans l'air. Pas exactement, dis-je doucement, gardant les yeux sur mon frère. James s'avança vers nous, son visage perdant ses couleurs. Eleanor, dit-il catégoriquement, c'est inattendu. Vraiment? J'ai répondu. Je réponds. Catherine nous regarda tour à tour, les sourcils froncés de confusion. Vous vous connaissez tous les deux? On pourrait dire ça, répondit James, la voix tendue. Eleanor est ma fille. Intervint ma mère, se plaçant à côté de moi. La sœur de James. La bouche de Catherine s'ouvrit. Sœur? Elle se tourna vers James. Tu m'as dit que ta sœur ne pouvait pas gérer ses études de médecine et qu'elle a disparu, quelle était? Elle s'arrêta, mais nous avons tous entendu le mot tacite, déception. Je n'ai pas disparu, dis-je calmement. Je suis devenu juge. Attends, les yeux de Catherine s'écarquillèrent alors que la compréhension commençait. La juge Marshall est votre sœur? La même juge Marshall qui est envisagée pour la magistrature fédérale? Le silence qui a suivi semblait plus lourd que n'importe quel silence dans une salle d'audience. Les membres de la famille et les invités au mariage avaient abandonné toute prétention de ne pas écouter, formant un cercle lâche autour de nous. James essaya d'émettre un rire dédaigneux qui ressemblait davantage à une toux. J'ai toujours eu des idées non conventionnelles sur le succès. Non conventionnelles? La voix de Catherine s'éleva légèrement. Les décisions du juge Marshall sur l'affaire Bennett concernant le logement sont citées dans. Ces réformes de la justice pour mineurs sont devenues un modèle pour 3 autres États. Oui, eh bien, James bougea inconfortablement. Je suppose que la loi a sa place, même si ce n'est guère, à peine. James, l'interrompis-je, me surprenant par la stabilité de ma voix. Cela ne sauve pratiquement pas des vies. Parce que c'est ce que vous alliez dire, n'est-ce pas? Cela a toujours été la lignée familiale. À moins de guérir des corps, vous ne faites rien d'important. Mon père a choisi ce moment pour sortir de la maison, s'arrêtant net lorsqu'il m'a vu. L'espace d'un instant, j'avais à nouveau 12 ans, attendant son jugement. Puis je me suis souvenu de la robe que je portais tous les jours, du marteau que je brandissais, des vies que j'avais changées grâce à mes décisions. Papa, appela James, une pointe de désespoir dans la voix. Le saviez-vous? Mon père s'est approché lentement, paraissant plus vieux que dans mes souvenirs. Ta mère a évoqué cette possibilité, dit-il prudemment. Ses yeux m'évaluèrent avec une précision clinique. Tu as l'air bien, Eleanor. Merci, répondis-je, ni chaud ni froid. Je vais bien. Catherine regardait toujours James, son expression se durcissant. Vous m'avez dit que votre sœur était une décrocheuse en difficulté. Vous n'avez jamais mentionné une seule fois qu'elle était la juge Eleanor Marshall. Je ne pensais pas que c'était pertinent, marmonna James. Pas pertinent? La voix de Catherine s'éleva à nouveau. James, j'étudie ces dossiers depuis la faculté de droit. J'ai argumenté dans sa salle d'audience. J'ai cité ses opinions dans mes mémoires. Une vague de chuchotements se répandit parmi les spectateurs. Quelqu'un, je pense que c'était l'oncle Thomas, a poussé un faible sifflement. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion en privé, suggéra mon père en regardant autour de lui le public grandissant. Pourquoi? J'ai demandé. James n'a pas ressenti le besoin d'intimité lorsqu'il a annoncé à tout le monde au dîner de Thanksgiving que je n'étais qu'une déception et que je n'apporterais jamais rien de significatif à ce monde. James tressaillit. C'était il y a 5 ans, Eleanor. Et tu as abandonné une prestigieuse carrière médicale pour laquelle la plupart des gens tueraient. J'ai emprunté un chemin qui n'était pas le mien, le corrigeai-je, tout comme grand-père l'avait fait lorsqu'il avait choisi les affaires plutôt que la médecine. C'était différent, intervint mon père. Vraiment? J'ai contré. Ou était-ce seulement acceptable parce que c'était un homme qui faisait ses propres choix alors que j'étais juste une fille qui devait faire ce qu'on lui disait? Mon père n'avait pas de réponse à cela. Catherine, cependant, n'avait pas fini. Elle se tourna vers James, retirant sa bague de fiançailles d'un mouvement délibéré. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, dit-elle doucement en plaçant la bague dans sa paume. Il ne s'agit pas seulement de ta sœur, James. Il s'agit de toi qui me mens sur qui tu es,
qui est ta famille? Elle m'a regardé, puis de nouveau vers lui. Si tu pouvais mentir sur quelque chose d'aussi fondamental, que ne m'as-tu pas dit d'autre? Sans attendre de réponse, elle s'éloigna vers la maison d'hôte. James la regarda, puis la bague dans sa main, son visage étant un mélange de colère et de confusion. Es-tu satisfait maintenant? M'a-t-il demandé amèrement. Tu as réussi à gâcher mon mariage avant même qu'il n'ait lieu. Je n'ai pas fait ça, James, dis-je doucement. Votre propre malhonnêteté l'a fait. Il s'est précipité vers la maison principale, me laissant debout avec mes parents et un cercle de proches stupéfaits. Le silence s'étira inconfortablement jusqu'à ce que ma mère parle. Je pense, dit-elle avec un sang-froid remarquable, nous pourrions tous avoir besoin d'un rafraîchissement. Le dîner sera servi dans 30 minutes. Alors que la foule se dispersait, mon père restait, m'observant avec une expression illisible. Vous avez bien fait pour vous-même, dit-il finalement, ce qui se rapprochait le plus de l'approbation que j'avais entendue de sa part depuis une décennie. Oui, j'acceptais simplement. Le dîner de répétition de ce soir-là fut une étude faite de silence gênant et de conversations forcées. James n'apparut qu'au cours de soupe, le visage plissé de rides sombres. Catherine restait totalement absente. Je me suis assis entre ma mère et tante Suzanne, répondant aux questions sur mon choix de carrière intéressant de la part de parents qui semblaient soudainement fascinés par le système judiciaire. Alors vous envoyez des gens en prison? A demandé l'oncle Thomas, comme si j'avais admis avoir un passe-temps exotique. Le cas échéant, répondis-je en sirotant mon eau. Bien qu'une grande partie de mon rôle concerne des affaires civiles, conflits de propriété, accords de garde, conflits commerciaux. Eleanor s'est spécialisée en droit de la famille avant de devenir juge, a ajouté ma mère avec une fierté inattendue. Elle était connue pour trouver des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Je lui ai jeté un coup d'œil, surpris par ses connaissances spécifiques. Peut-être qu'elle avait vraiment suivi ma carrière depuis le début. James mangeait sa nourriture, participant à peine à la conversation jusqu'à ce qu'un de ses garçons d'honneur, un collègue chirurgien nommé David, fasse une tentative peu judicieuse pour détendre l'ambiance. Eh bien, qui l'aurait pensé, dit-il. Le mouton noir est devenu la star. Il leva son verre avec un sourire. Au juge Marshall. S'il vous plaît, ne le faites pas, dis-je doucement, mais plusieurs invités avaient déjà levé leur verre. James posa sa fourchette avec fracas. Ce n'est pas une star, dit-il froidement. Elle a arrêté. Quand les médicaments sont devenus trop difficiles, elle est partie. Ne prétendons pas que l'abandon des études est quelque chose à célébrer. La table redevint silencieuse. J'ai compté jusqu'à 10 dans ma tête, une technique que j'ai utilisée face à des avocats particulièrement difficiles dans ma salle d'audience. Je n'ai pas arrêté parce que la médecine était trop difficile, James, dis-je d'un ton neutre. J'ai arrêté parce que ce n'était pas ma vocation. Il y a une différence. Une vocation, se moqua-t-il. Qu'est-ce que cela signifie? La médecine est l'héritage de la famille Marshall. Un héritage que vous avez jalousement gardé, observai-je. Tu te souviens quand nous étions enfants et que j'avais un score plus élevé sur ce projet scientifique? Tu ne m'as pas parlé pendant une semaine. Plusieurs proches se sont déplacés inconfortablement, reconnaissant la vérité dans mes paroles. James avait toujours eu besoin d'être le meilleur, le favori, celui destiné à la grandeur. C'est absurde, a-t-il protesté. Je t'ai soutenu jusqu'à ce que tu jettes tout. Une voix inattendue se joignit à la conversation, celle de mon père. Ce n'est pas tout à fait vrai, James, dit-il doucement. Tu étais en compétition avec ta sœur dès ton plus jeune âge. Ta mère et moi avons probablement trop encouragé cela. James regarda notre père, visiblement abasourdi par cette trahison. Qu'est-ce que tu dis, que c'est de ma faute si elle a démissionné? Non, a répondu mon père. Je dis que nous avons tous joué un rôle dans ce qui s'est passé, moi y compris. Il m'a regardé directement. Peut-être surtout moi. L'aveu restait en suspens, aussi surprenant pour moi que pour tous les autres autour de la table. Mon père, le docteur Robert Marshall, qui n'avait jamais admis ses erreurs de sa vie, reconnaissait son rôle dans la fracture de notre famille. Le témoin s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Le temps est censé être parfait pour la cérémonie de demain. S'il y a une cérémonie, marmonna l'une des demoiselles d'honneur, pas tout à fait dans sa barbe. Il y en aura, insista James, même si l'incertitude brillait dans ses yeux. Catherine a juste besoin de temps pour se calmer.
Tout cela est tout simplement accablant pour elle. Je me suis excusé peu de temps après le plat principal, ayant besoin d'air et d'espace. La nuit était chaude, les étoiles visibles au-dessus des jardins du domaine. J'ai trouvé un banc de pierre près d'un bassin réfléchissant, l'endroit préféré de mon grand-père, et je me suis assis en jouant sa montre à gousset dans la poche de ma veste. Je pensais que je pourrais te trouver ici, dit une voix derrière moi. Catherine sortit de l'ombre, toujours dans sa robe d'été blanche. Ta mère a mentionné que c'était un endroit spécial pour ton grand-père. Ça l'était, confirmai-je, lui faisant de la place sur le banc. Comment vas-tu? Elle s'assit avec un profond soupir. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a 24 heures, je pensais avoir compris ma vie. Je suis désolé, proposai-je. Ce n'était pas mon intention de perturber votre mariage. Ce n'était pas toi, dit-elle fermement. C'était James tout ce temps. Elle secoua la tête. Je ne peux pas croire que je ne l'ai pas vu. La façon dont il redirigeait toujours les conversations sur sa famille, les photos manquantes, les incohérences dans ses histoires. Elle fit une pause. Puis-je vous demander quelque chose? Juge Marshall, Eleanor, corrigeai-je doucement. Eh oui, quoi? Comment était-il en grandissant? Elle a demandé. Je veux dire, a-t-il toujours été aussi motivé, compétitif, avide d'approbation? J'ai suggéré, oui, mais il pouvait aussi être gentil. Quand j'avais une angine streptococcique en 4e année, il me lisait des histoires pendant des heures. Quand ses amis se moquaient de mon appareil dentaire, il me défendait. J'ai regardé à travers le jardin sombre. James n'est pas un méchant, Catherine. Il est juste humain, imparfait, désespéré d'être le fils parfait, même si cela impliquait de me pousser dans le rôle du fils imparfait. Catherine resta silencieuse un long moment. J'ai passé 2 ans avec un homme qui ne pouvait pas être honnête sur quelque chose d'aussi fondamental que sa relation avec sa sœur. Qu'est-ce que cela dit sur notre avenir? Je n'avais aucune réponse pour elle. Nous nous sommes assis dans un silence amical jusqu'à ce qu'elle se lève pour partir. Merci, dit-elle. Pour votre honnêteté et pour vos décisions dans l'affaire du centre communautaire Westside. Cet endroit abrite le programme parascolaire qui m'a sauvé lorsque j'étais enfant et que je n'avais nulle part où aller. Elle s'éloigna vers la maison d'hôte, me laissant contempler combien de vies j'avais touchées sans m'en rendre compte, et combien James avait sauvé dont je n'aurais jamais entendu parler. Peut-être avions-nous tous les deux trouvé notre vocation après tout. Il m'a serré la main. J'espère qu'il n'est pas trop tard. L'ambulance est arrivée avant que je puisse formuler une réponse. Alors que les ambulanciers se préparaient à transporter mon père, James m'a pris à l'écart. Cela ne change rien, a-t-il déclaré. Mais le ton habituel manquait à sa voix. N'est-ce pas? J'ai contré. Il passa une main dans ses cheveux, un geste si familier de notre enfance qu'il me fit presque sourire. Je ne sais pas comment faire ça, Elané. Comment me tromper? Cela devient plus facile avec la pratique, lui ai-je assuré. Faites-moi confiance, je rends des décisions que je remets ensuite en question tout le temps. Un fantôme de sourire traversa son visage. Toujours aussi sûr de toi. À peine, ai-je admis. Mais j'ai appris à vivre avec l'incertitude. Cela fait partie de l'être humain. Ma mère s'est approchée, le visage tiré par l'inquiétude. Ils emmènent ton père à l'hôpital mémorial. Je vais avec lui. Elle hésita. Voulez-vous vous réunir tous les deux? James et moi avons échangé un regard. Des décennies de compétition et de souffrance se sont succédées entre nous, mais aussi le vague souvenir d'avoir été alliés il y a bien longtemps. Je vais conduire, proposai-je. Les 3 heures que nous avons passées dans la salle d'attente de l'hôpital ont été gênantes mais pas hostiles. James a expliqué les tests qu'ils effectuaient sur notre père. J'ai aidé ma mère à remplir des formulaires d'assurance, ma formation juridique me permettant de traiter rapidement les documents compliqués. Lorsque le médecin est apparu pour signaler que mon père était stable et qu'il allait sortir avec des ajustements de médicaments, nous avons partagé un moment de soulagement collectif. Ce soir-là, de retour au Rosemont Estate, j'ai retrouvé ma mère dans le bureau familial, en train de feuilleter de vieux albums photos. Je les ai gardés cachés pendant des années, a-t-elle avoué en me montrant une page de coupures de journaux concernant mes affaires. Ton père. C'était plus facile de ne pas le lui rappeler. Et maintenant? J'ai demandé. Maintenant, j'ai fini de me cacher, dit-elle avec une fermeté retrouvée. Ta vie m'a déjà trop manqué, Elané.
En tournant les pages de son album, j'ai été stupéfait par son exhaustivité. Articles, photographies et même transcriptions de certaines de mes décisions les plus remarquables. Pendant tout ce temps, j'avais pensé qu'elle s'était complètement désintéressée de ma carrière. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? J'ai demandé. Elle baissa les yeux, honteuse. Je n'ai pas été assez courageux pour tenir tête à ton père ou à James. Elle croisa à nouveau mon regard. Mais en te voyant arriver hier si confiant, si accompli. Je n'ai jamais été aussi fier, et l'année. Jamais. Plus tard dans la nuit, on a frappé à la porte de ma chambre d'amis. James se tenait dans le couloir, tenant quelque chose à la main. La montre de grand-père, dit-il en me l'attendant. Maman m'a dit qu'elle l'avait pris dans ma chambre. Mais la vérité est que je savais qu'il était destiné à toi. Je l'ai pris après les funérailles parce que j'étais en colère, jaloux de ce que tu avais avec lui. J'ai accepté la montre en passant mon pouce sur le boîtier en or usé. Il t'aimait aussi. Pas de la façon dont il t'aimait, dit James sans amertume. Il a vu quelque chose en toi qui nous a manqué à tous. Il fit une pause. Catherine a décidé de reporter le mariage. Elle dit que nous avons besoin de temps pour rétablir la confiance. Je suis désolé, dis-je, et je le pensais sincèrement. Il haussa les épaules. C'est mieux que ça, c'est ce que je mérite probablement. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. La nomination à la magistrature fédérale. Est-il vrai que cela a été discuté? J'ai reconnu, rien d'officiel pour l'instant. Tu serais bon dans ce domaine, dit-il simplement. Le premier compliment professionnel qu'il m'avait fait. Ce n'était pas exactement le pardon. Ce n'était même pas une réconciliation. Mais en fermant ma porte et en plaçant la montre de mon grand-père sur la table de nuit, j'ai pensé que c'était peut-être un début. Tous, levez-vous. L'honorable juge Elaney Marshall préside. 1 an après le mariage, je suis entré dans mon cabinet agrandi au palais de justice fédéral. La robe noire semblait plus lourde, la responsabilité plus grande, mais le sens du but restait le même. Mon commis m'a remis le dossier de la journée alors que je m'installais derrière le banc. Premier cas, ai-je annoncé. Service juridique communautaire Wilson contre Northland Development Corporation. Catherine entra d'un pas confiant, à la tête d'une petite équipe d'avocats. Son entreprise, créée 6 mois plus tôt grâce au financement de démarrage d'un donateur anonyme, s'est rapidement forgé une réputation de plaidoyer efficace en faveur des communautés mal desservies. Votre honneur, commença-t-elle, ses yeux rencontrant les miens avec un respect professionnel mais sans aucune trace de maladresse. Après que le mariage reporté ait été annulé, Catherine et moi avions entretenu une amitié prudente, basée d'abord sur une admiration professionnelle et finalement sur une véritable sympathie. L'affaire s'est déroulée sans problème, les deux parties ont présenté des arguments solides. Pendant une brève pause, Catherine s'approcha du banc. Juge Marshall, dit-elle formellement, puis elle baissa la voix. Eleanor, je voulais te le dire avant que tu l'entendes ailleurs. James m'a appelé hier soir. Mon sourcil se haussa involontairement. Oh, il revient de sa 2e tournée avec Médecins sans frontières, a-t-elle expliqué. Il a l'air différent. Plus ancré. Après le non-mariage et les soucis de santé de notre père, James avait choqué tout le monde en prenant un congé de son prestigieux poste de chirurgien pour faire du bénévolat dans des régions mal desservies. Le frère que j'ai connu n'aurait jamais sacrifié l'avancement de sa carrière pour le travail humanitaire. Envisagez-vous? J'ai laissé la question inachevée. Se remettre ensemble? Non, dit-elle fermement. Ce navire a navigué. Mais je pense que nous pourrons peut-être être amis un jour. Il grandit, enfin. L'huissier annonça la fin de la récréation et Catherine retourna à sa table. Je l'ai regardée organiser ses notes avec une précision méthodique, me rappelant à quel point elle avait autrefois eu tellement peur d'impressionner la famille Marshall. Désormais, elle avait confiance en ses propres mérites, défendant les autres avec une autorité discrète. Ce soir-là, j'ai rejoint mes parents pour dîner chez eux, une tradition mensuelle que nous avions progressivement établie au cours de l'année écoulée. La Grand Marshall House semblait désormais différente, moins imposante, la plupart des meubles les plus ostentatoires étant remplacés par les choix de ma mère plutôt que par des générations de traditions. Eleanor m'a accueilli mon père à la porte, son étreinte encore légèrement maladroite mais sincère. Ses soucis de santé l'avaient adouci et contraint à reconsidérer des priorités qui semblaient autrefois immuables. Comment s'est passé le tribunal aujourd'hui? A demandé ma mère alors que nous nous installions à la table à manger,
non plus dans la salle à manger formelle mais dans le coin petit déjeuner ensoleillé qu'elle préférait. Intéressant, répondis-je. Le nouveau dossier de Catherine contre Northland Développement est solide. Cela me rappelle, dit mon père. J'ai une question d'éthique médicale sur laquelle je voulais votre avis. Un collègue est confronté à une situation impliquant la confidentialité et des problèmes potentiels de santé publique. Tandis qu'il décrivait le cas, je me suis émerveillé de voir à quel point les choses avaient changé. Il y a 1 an, mon père n'aurait jamais pris en compte mon opinion sur quoi que ce soit de médical. Désormais, il sollicitait régulièrement mon point de vue juridique sur les questions éthiques auxquelles son ministère était confronté. Après le dîner, ma mère m'a emmené dans son bureau, autrefois le domaine de mon père, aujourd'hui transformé avec ses œuvres d'art et ses photographies. J'ai des nouvelles, dit-elle, l'excitation illuminant son visage. On m'a demandé de rejoindre le conseil d'administration de la Legal Aid Foundation. Apparemment, quelqu'un a fait l'éloge de mon engagement en faveur de la justice. Elle m'a lancé un regard complice. J'ai souri innocemment. Je ne peux pas imaginer qui cela aurait pu être. Je sais que c'était toi, dit-elle en me serrant la main. Merci de croire que je pourrais être plus qu'une simple épouse de médecin. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, mon téléphone a sonné. Le nom de James est apparu à l'écran, un événement rare malgré nos démarches prudentes vers la réconciliation. Et l'année, dit-il quand je répondis. Vous avez 1 minute ? Bien sûr, répondis-je en mettant l'appel sur haut-parleur. Comment s'est passé Médecins sans frontières ? Humble, a-t-il admis. Il s'avère que je ne suis pas le meilleur chirurgien du monde lorsque je travaille sous une tente avec un équipement minimal. Il fit une pause. En fait, c'est en partie pour cela que j'appelle. J'envisage un changement de spécialisation, en me concentrant sur le développement de techniques chirurgicales pour les environnements à faibles ressources. Cela semble significatif, dis-je, véritablement impressionné. C'est vrai, mais cela signifierait s'éloigner du cheminement de carrière que papa a toujours envisagé. Prendre un poste de chercheur au lieu de devenir chef du service de chirurgie. J'ai compris tout de suite. Et tu veux savoir comment lui dire ? J'ai demandé. Vous avez eu l'habitude de le décevoir, dit James, puis il ajouta rapidement, désolé, cela s'est mal passé. Je voulais dire, je sais ce que tu voulais dire, lui assurai-je. Voici mon conseil. Dites-lui directement, expliquez vos raisons, puis laissez-lui le temps de réfléchir. Ce n'est plus le même homme qu'il y a 5 ans, James. Merci, dit-il simplement. Au fait, j'ai entendu parler de la liste restreinte de la Cour suprême. Félicitations. Ce n'est qu'une rumeur à ce stade, ai-je hésité, même si mon nom avait effectivement été mentionné à la Cour suprême de l'État. Eh bien, grand-père serait fier, a déclaré James. Il a toujours su que tu entrerais dans l'histoire. Plus tard dans la semaine, j'ai visité le cimetière, m'agenouillant près de la tombe de mon grand-père avec une copie de mon dernier avis judiciaire. La brise printanière faisait bruisser les pages tandis que je les plaçais contre sa pierre tombale. Tu avais raison d'écrire l'histoire, grand-père, dis-je doucement. Mais tu avais tort sur une chose. Je ne leur ai pas prouvé le contraire. Je t'ai donné raison. Alors que je retournais à ma voiture, mon téléphone sonna avec une notification de calendrier. Café avec James, 10 heures. Notre réunion mensuelle, établie après des mois d'échanges de textes hésitants, était devenue une tradition prudente. Pas tout à fait l'amitié, pas tout à fait la proximité que nous avions eue lorsque nous étions enfants, mais quelque chose de nouveau que nous construisions ensemble. Dans ma voiture, j'ai ouvert la boîte à gants et j'en ai sorti une enveloppe contenant la lettre que mon grand-père m'avait laissée. Je l'avais lue tellement de fois, les plis s'usaient, mais certaines lignes résonnaient encore avec une puissance particulière. Et l'année, souviens-toi que le vrai pouvoir ne consiste pas à faire en sorte que les autres se sentent petits. Il s'agit de se tenir debout sans les rabaisser. L'héritage familial n'est pas la médecine, le droit ou une profession particulière. C'est l'intégrité. C'est le courage. Il s'agit de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. À ce titre, ma chère fille, tu es le plus grand marshal de tous. J'ai rangé la lettre, démarré ma voiture et me suis dirigé vers le futur. Pas celui que mon père avait prévu pour moi ni même celui que j'avais imaginé, mais celui que j'avais construit, décision par décision, choix par choix. Mon propre héritage, écrit de ma propre main. J'ai touché la montre de poche de mon grand-père, désormais un élément permanent dans la poche de ma veste, et j'ai souri. La vue était vraiment magnifique.